Imaginez un instant le poids d'un sacrifice maternel, sur le point d'offrir une partie de vous-même pour sauver votre enfant, votre chair et votre sang. Maintenant, tentez de concevoir la douleur incommensurable de découvrir que ce même enfant n'est pas seulement un traître sans scrupules, mais le responsable indirect de la mort de votre belle-fille bien-aimée, et que son appel désespéré à l'aide n'est, en réalité, qu'une manipulation froide et calculée, une dernière tentative ignoble pour vous dépouiller de vos derniers biens. C'est l'histoire, la mienne, celle d'Eliane Dubois, une histoire qui dépasse l'entendement, et qui, je le sais, va vous secouer jusqu'à l'âme. Je vous demande de écouter attentivement, jusqu'au bout, et de me dire, en toute sincérité, qu'auriez-vous fait à ma place? Ce jour-là, j'étais allongé sur un brancard froid, dans l'ambiance clinique et tendue d'un service préopératoire. L'air était lourd, empli de cette odeur stérile typique des hôpitaux, et le bip régulier des machines médicales résonnait comme un métronome macabre. J'étais Eliane Dubois, une femme de 70 ans, mais surtout, une mère, prête à faire don d'un rein à mon fils, Vincent, dont la vie semblait alors ne tenir que à un fil. Toute ma vie, j'avais bâti les filatures du bois, avec intégrité, un empire familial fondé sur le travail acharné et des valeurs solides, et je m'apprêtais à faire le sacrifice ultime, pour la chair de ma chair, sans la moindre hésitation. Mon petit-fils, Théo, un jeune homme brillant mais souvent réservé, se tenait à mes côtés, le visage marqué par une angoisse que j'attribuais, avec une tendresse maternelle, à la peur de perdre son père. Il était ma lumière, le reflet de ma belle-fille Clara, la mère qu'il avait perdue si jeune, et dont l'absence laissait un vide immense dans nos vies. Je regardais l'anesthésiste s'approcher, le cœur serré, mais rempli d'une détermination inébranlable. Je me disais que ce don était la preuve de mon amour inconditionnel, le dernier acte pour sauver ma lignée, pour maintenir un semblant de ma famille que j'avais toujours protégé farouchement. Puis, juste au moment où le spécialiste tendait sa main vers moi, le monde s'est brisé. Théo s'est penché, sa voix à peine un murmure, un tremblement qui a déchiré le silence feutré de la pièce. Grand-mère, papa. Il n'a pas seulement hérité de l'entreprise, il l'a détruite. Chaque mot tombait comme une pierre. Maman? Clara, elle a découvert qu'il avait truqué les systèmes de sécurité de l'usine pour réduire les coûts. C'est ce qui a causé l'incendie, pas un accident. Elle essayait de le dénoncer quand elle est morte, le souffle m'a manqué, l'horreur s'est emparée de moi. La confession a plané dans l'air stérile, empoisonnant instantanément le sacrifice que j'étais sur le point de faire. Mon fils, Vincent, ma propre chair et mon sang, n'avait pas seulement orchestré la chute de l'aile, œuvre de ma vie, les filatures du bois, mais il avait directement causé la mort de Clara, ma belle-fille adorée, la mère de Théo. Et ce rein, ce don de vie? Il ne s'agissait pas d'une supplique désespérée pour la survie, mais, comme Théo me l'a révélé, de l'acte de manipulation ultime. Une torsion cruelle, conçue pour me lier à ses crimes, et s'emparer de mes derniers actifs, m'empêchant de l'arrêter. Le choc initial a été si violent qu'il m'a presque vidé. Mais la stupéfaction a vite cédé la place à une fureur froide, une rage viscérale qui a brûlé chaque fibre de mon être. Mes yeux, un instant auparavant emplis d'une sollicitude maternelle, se sont durcis d'une détermination nouvelle et implacable. Était plus la mère prête à tout pour son fils. Était Eliane Dubois la matriarche bafouée, la justice incarnée. J'ai regardé l'anesthésiste, les mots sont sortis de ma bouche, calmes mais définitifs. Je ne peux pas. La finalité glaçante de ces 3 mots a figé la pièce, annonçant le début d'une guerre silencieuse. Aujourd'hui vous allez découvrir comment j'ai transformé la trahison la plus déchirante, en une vengeance méthodique, une histoire qui vous fera réfléchir sur ce que signifie vraiment la justice. Écoutez attentivement mon récit, et dites-moi, en toute sincérité, qu'auriez-vous fait à ma place? Ce jour-là, j'étais allongé sur un brancard froid, dans l'ambiance clinique étendue d'un service préopératoire. L'air était lourd, empli de cette odeur stérile typique des hôpitaux, et le bip régulier des machines médicales résonnait comme un métronome macabre. J'étais Eliane Dubois, une femme de 70 ans, mais surtout une mère, prête à faire don d'un rein à mon fils, Vincent, dont la vie semblait alors ne tenir que à un fil. Toute ma vie, j'avais bâti les filatures du bois avec intégrité, un empire familial fondé sur le travail acharné et des valeurs solides, et je m'apprêtais à faire le sacrifice ultime pour la chair de ma chair, sans la moindre hésitation. Mon petit-fils, Théo, un jeune homme brillant mais souvent réservé, se tenait à mes côtés, le visage marqué par une angoisse que j'attribuais, avec une tendresse maternelle, à la peur de perdre son père. Il était ma lumière,
le reflet de ma belle-fille Clara, la mère qu'il avait perdue si jeune, et dont l'absence laissait un vide immense dans nos vies. Je regardais l'anesthésiste s'approcher, le cœur serré, mais rempli d'une détermination inébranlable. Je me disais que ce don était la preuve de mon amour inconditionnel, le dernier acte, pour sauver ma lignée, pour maintenir un semblant de ma famille que j'avais toujours protégé farouchement. Puis, juste au moment où le spécialiste tendait sa main vers moi, le monde s'est brisé. Théo s'est penché, sa voix à peine un murmure, un tremblement qui a déchiré le silence feutré de la pièce. Grand-mère, papa, il n'a pas seulement hérité de l'entreprise, il l'a détruite. Chaque mot tombait comme une pierre. Maman, Clara, elle a découvert qu'il avait truqué les systèmes de sécurité de l'usine pour réduire les coûts. C'est ce qui a causé l'incendie, pas un accident. Elle essayait de le dénoncer quand elle est morte. Le souffle m'a manqué. L'horreur s'est emparée de moi. La confession a plané dans l'air stérile, empoisonnant instantanément le sacrifice que était sur le point de faire. Mon fils, Vincent, ma propre chair et mon sang, n'avait pas seulement orchestré la chute de Lola, œuvre de ma vie, les filatures du bois, mais il avait directement causé la mort de Clara, ma belle-fille adorée, la mère de Théo. Et serein, ce don de vie? Il ne s'agissait pas d'une supplique désespérée pour la survie, mais, comme Théo me l'a révélé, de l'acte de manipulation ultime. Une torsion cruelle, conçue pour me lier à ses crimes et s'emparer de mes derniers actifs, m'empêchant de l'arrêter. Le choc initial a été si violent qu'il m'a presque vidé. Mais la stupéfaction a vite cédé la place à une fureur froide, une rage viscérale qui a brûlé chaque fibre de mon être. Mes yeux, un instant auparavant emplis d'une sollicitude maternelle, se sont durcis d'une détermination nouvelle et implacable. Jeanne était plus la mère prête à tout pour son fils. J était Éliane Dubois, la matriarche bafouée, la justice incarnée. J'ai regardé l'anesthésiste. Les mots sont sortis de ma bouche, calmes mais définitifs. Je ne peux pas. La finalité glaçante de ces 3 mots a figé la pièce, annonçant le début d'une guerre silencieuse. J'avais bâti les filatures du bois de mes propres mains, partant d'une modeste usine locale pour en faire une véritable puissance nationale. Mon enfance dans un quartier populaire m'avait appris la valeur du travail acharné et l'importance des pratiques commerciales éthiques. Des principes que mes parents m'avaient inculqués. Mon caractère était forgé au fil des défis de l'entrepreneuriat, aiguisant mon sens des affaires, mon intégrité inébranlable et ma stratégie, souvent plus fine que celle de mes concurrents masculins. Pour moi, la loyauté, le savoir-faire et le bien-être de mes employés passaient avant tout. Mon mariage avec Philippe, mon défunt mari, était un partenariat fondé sur des rêves partagés et un respect mutuel. Ensemble, nous avions élevé Vincent, essayant de lui transmettre ces mêmes principes de travail et de responsabilité, même si son ambition a toujours semblé plus implacable que la mienne. Aujourd'hui, je suis Éliane Dubois, et mon histoire est celle d'une trahison si profonde qu'elle a brisé ma vie, mais aussi allumé en moi une détermination implacable. Écoutez ce récit jusqu'au bout, et dites-moi, en toute sincérité, qu'auriez-vous fait à ma place? Imaginez-vous, sur un brancard d'hôpital, l'air lourd d'une tension palpable, le cœur serré mais rempli d'amour. J était là, à 70 ans, prête à offrir un rein à mon fils, Vincent, ma chair et mon sang, dont la vie semblait ne tenir que à un fil. Je croyais faire le sacrifice ultime, pour ma famille, pour l'héritage que j'avais bâti de mes propres mains avec les filatures du bois. Mon petit-fils, Théo, se tenait près de moi, son visage reflétant une angoisse que j'attribuais à sa peur de perdre son père. Mais au moment précis où l'anesthésiste s'apprêtait à agir, le monde a basculé. Théo s'est penché, et ses mots, à peine audibles, ont déchiré le silence stérile. Grand-mère, papa a détruit l'entreprise. Maman, Clara, elle a découvert qu'il avait truqué les systèmes de sécurité de l'usine, causant l'incendie. Elle est morte en essayant de le dénoncer. Et serein, c'est une manipulation pour prendre tes derniers biens. Chaque syllabe était un coup de poignard, révélant une horreur inimaginable. Ce que J était sur le point de faire, ce don de vie, était en réalité le dernier acte d'une machination cruelle, orchestrée par mon propre fils. Il n'avait pas seulement détruit LOL, œuvre de ma vie, mais il avait aussi causé la mort de ma belle-fille adorée, la mère de Théo. Le choc initial fut si violent qu'il m'a coupé le souffle. Mais cette stupéfaction a rapidement laissé place à une fureur froide et glaciale. Mes yeux, un instant auparavant remplis d'amour maternel, se sont durcis d'une détermination nouvelle et implacable. J'ai regardé l'anesthésiste, et les mots sont sortis de ma bouche, calmes mais définitifs. Je ne peux pas. Ce moment a tout changé, marquant le début d'un chemin irréversible. Je viens de loin, d'un quartier populaire, où l'on apprenait la valeur des choses simples, et le respect du travail.
Mes parents, des gens honnêtes et travailleurs, m'ont inculqué très tôt que l'intégrité n'était pas une option mais un devoir. C'est dans ce terreau que j'ai forgé mon caractère, apprenant à ne jamais reculer devant un défi, à toujours tenir ma parole. Pour moi, une poignée de main valait tous les contrats du monde, et cette philosophie a guidé chacun de mes pas dans la vie. Quand j'ai lancé les filatures du bois, Sen était un pari fou pour une jeune femme à époque. On me regardait souvent avec condescendance, mais j'avais une vision claire et une détermination inébranlable. J'ai affronté les difficultés, les doutes, et les portes fermées, mais chaque obstacle a renforcé ma volonté. J'ai appris à comprendre le marché, à anticiper les tendances, et à toujours placer la qualité au cœur de tout ce que nous faisions, sans jamais déroger à mes principes. L'entreprise n'a pas grandi par hasard, elle a été bâtie sur la sueur, l'ingéniosité et une éthique irréprochable. Nous sommes passés d'une petite usine locale à une puissance nationale, et notre nom est devenu synonyme d'excellence. Je veillais personnellement à ce que chaque fil, chaque tissu qui sortait de nos ateliers, soit parfait. C'était ma fierté, pas seulement un business mais un témoignage de ce que le travail acharné et l'honnêteté pouvaient accomplir. Mon mari Philippe était mon rocher. Notre mariage était un partenariat basé sur des rêves partagés et un respect mutuel profond. Il était là, à mes côtés, me soutenant dans chaque décision, chaque épreuve. Nous avons traversé tant de choses ensemble, des moments de joie immenses aux périodes de doute. C'est avec lui que j'ai appris l'équilibre, à trouver ma force dans le lien familial, au-delà de l'agitation du monde des affaires. Quand Vincent est né, nous avons voulu lui donner le meilleur, lui transmettre ces mêmes principes de travail acharné et de responsabilité qui nous avaient portés. Nous rêvions qu'il reprenne le flambeau, qu'il continue notre œuvre avec la même passion et la même intégrité. Je le voyais grandir, intelligent, mais je sentais parfois en lui une ambition plus dévorante, une soif de succès qui me semblait différente de la nôtre. Pour moi, mes employés n'étaient pas de simples numéros, mais une partie de ma grande famille. Je valorisais leur savoir-faire, leur loyauté, et je me souciais sincèrement de leur bien-être. Nombre d'entre eux ont passé toute leur carrière aux filatures du bois, et nous avons partagé bien plus que des heures de travail. Nos fêtes était un sentiment de communauté, un engagement mutuel qui rendait chaque journée significative et chaque succès plus doux. Puis Clara est arrivée dans nos vies, la femme de Vincent. Elle était comme la fille que je n'avais jamais eue, vibrante, pleine de compassion et d'une intelligence rare. Elle a apporté une lumière nouvelle dans notre foyer, et je l'ai aimée instantanément, d'un amour maternel profond. Elle était une présence réconfortante, une confidente, et elle comprenait l'importance de nos valeurs familiales et professionnelles, les partageant avec ferveur. Théo, mon petit-fils, Claire, était ma lumière, le reflet de Clara. Un jeune homme brillant, un génie tranquille avec une boussole morale inébranlable. Il était la joie de mes vieux jours, la promesse de l'avenir, et je l'ai toujours protégé de tout mon cœur. Le voir grandir, développer son esprit vif et sa gentillesse, était ma plus grande satisfaction. Il représentait tout ce qui était pur et bon dans notre lignée. Le nom du bois, était plus qu'une simple enseigne sur nos usines. Était un engagement. Un engagement envers l'excellence, équité et la qualité. J'avais consacré toute ma vie, mon âme même, à bâtir cette réputation. Chaque fibre de mon être était liée à cet héritage, à cette confiance que nous avions établie avec nos clients et notre communauté. Était le fruit de décennies de labeur et de sacrifice. Voilà, était ma vie avant que tout ne bascule. Une vie riche de travail, d'amour, de principes solides et de relations profondes. J'avais tout investi dans cette entreprise, dans ma famille, dans la réputation que j'avais si soigneusement construite. C'est ce monde, ce que j'avais de plus cher, qui a été brisé par la trahison la plus ignoble, me laissant face à une douleur que je n'aurais jamais pu imaginer. Le silence de la salle d'opération, qui devait marquer un nouveau départ, s'est transformé en un couperet glaçant. Mon refus catégorique, je ne peux pas, a résonné, figeant l'équipe médicale dans une stupeur incrédule. Le regard de l'anesthésiste, un mélange de confusion et de reproche, m'a transpercé. Je savais que ma décision, prise en une fraction de seconde, venait de briser bien plus que le protocole médical. Elle venait de déclencher une tempête que je n'étais pas encore prête à affronter, laissant Vincent à son sort, sa condition critique, exposée comme une manipulation grossière. La machine médiatique de Vincent, bien huilée et impitoyable, s'est mise en marche à une vitesse effrayante. En quelques heures, mon image de matriarche dévouée s'est effondrée, remplacée par celle d'une mère cruelle, abandonnant son fils mourant sur son lit d'hôpital. Les titres des journaux, les flash infos, les éditoriaux enflammés,
Tous me dépeignaient comme une femme sans cœur, capable du pire. La réputation que j'avais bâtie en 70 ans de travail acharné et d'intégrité était traînée dans la boue, souillée par les mensonges de mon propre sang. Le déferlement de l'opinion publique a été brutal. Des messages haineux inondaient les réseaux sociaux, des appels anonymes fusaient, des lettres d'insultes arrivaient par courrier. Les gens que je croisais dans la rue me regardaient avec dégoût, chuchotant des mots blessants. Cruel, dénaturé. Ces épithètes résonnaient dans ma tête, amplifiés par le sentiment d'injustice. Était comme si le monde entier avait choisi son camp, et ce camp haine était pas le mien, me condamnant sans même connaître la vérité que je portais. La première humiliation personnelle m'a frappé lors d'une simple course au marché. Une vendeuse que je connaissais depuis des années a refusé de me servir, me lançant un regard glacial et un « Je ne sers pas les monstres comme vous ». Ces mots, simples et directs, ont été comme une gifle en plein visage. Ce haine n'était plus seulement les médias, étaient les gens, les visages familiers, qui me rejetaient, me traitant comme une paria, une criminelle, une femme indigne de respect. Ma famille, autrefois unie et solide, s'est fracturée sous la pression. Certains de mes neveux et nièces, aveuglés par le récit de Vincent et la peur de ses représailles, ont coupé les ponts. D'autres, trop lâches pour s'opposer à lui ouvertement, m'ont offert des condoléances tièdes, évitant mon regard. Les liens du sang, que j'avais toujours cru indéfectibles, se sont déchirés, laissant un vide douloureux, là où il n'y avait eu qu'amour et soutien. Heureusement, quelques âmes fidèles sont restées à mes côtés, tel un phare dans la tempête. Mon petit-fils, Théo, bien sûr, dont la présence silencieuse était un baume pour mon âme blessée. Mais aussi, Denise, ma vieille amie et secrétaire des filatures depuis 30 ans, qui a continué à me soutenir discrètement, m'apportant des nouvelles de l'entreprise et des mots d'encouragement, refusant de croire aux mensonges, sa loyauté un réconfort inestimable. Pendant ce temps, les filatures du bois, déjà sur la corde raide à cause de la mauvaise gestion de Vincent, sombraient plus profondément. Le scandale public, ajouté aux allégations d'irrégularité financière, a fait chuter l'entreprise dans une crise sans précédent. Les commandes diminuaient, les investisseurs se retiraient, et le nom du bois, autrefois gage de qualité, devenait synonyme de déclin et de corruption. Mon œuvre de vie écroulée sous mes yeux, saccagée par l'homme à qui je l'avais léguée. Malgré mes propres économies, mes actifs diversifiés, l'onde de choc du scandale a commencé à menacer ma stabilité financière personnelle. Les banques devenaient frileuses. Les partenaires hésitaient à maintenir leurs engagements. Était une sensation étrange de voir tout ce que j'avais construit, brique par brique, s'effriter sous le poids de la calomnie. La peur de la ruine, non seulement de mon entreprise mais de ma propre existence, commençait à s'installer, lourde et oppressante. L'isolement social est devenu mon quotidien. Le téléphone, autrefois incessant, ne sonnait plus. Les invitations au dîner, aux événements mondains, ont cessé. Mes amis de longue date, celles avec qui j'avais partagé tant de joie et de peine, se sont évanouis dans la nature, incapables ou refusant de se tenir à mes côtés face à la réprobation générale. Je me retrouvais seul, confiné dans mon domaine, le monde extérieur me tournant le dos, me laissant à mes pensées sombres. Un jour, en allumant la télévision, je me suis vu, mon visage déformé par une caricature haineuse, sur un écran d'information. Des experts autoproclamés dissertaient sur ma cruauté et ma folie. Les images de Vincent, pâle et souffrant, étaient diffusées en boucle. Était une humiliation publique, une dépersonnalisation totale, me réduisant à un monstre dans l'imaginaire collectif. Était le point le plus bas, le moment où j'ai ressenti la douleur la plus vive de l'injustice. Pendant ce temps, Vincent, mon bourreau, semblait prospérer sur mon malheur. Il jouait le rôle de la victime avec une facilité déconcertante, recueillant la sympathie du public, même si l'entreprise continuait de vaciller sous sa direction. Le voir s'afficher, l'air contrit mais triomphant, alors que ma vie écroulait, était une torture insoutenable. Chaque sourire forcé qu'il affichait à la télévision, était un coup de couteau dans mon cœur, une insulte à la mémoire de Clara. Mais au-delà de la honte publique et de la perte financière, il y avait la douleur lancinante de la vérité sur Clara. Savoir que sa mort était pas un accident, mais la conséquence directe de la cupidité de mon fils, était un fardeau insupportable. Ce chagrin, mêlé à une rage froide et contenue, brûlait en moi, plus profond que toutes les humiliations. Était une blessure qui ne guérissait pas, une injustice criante, qui exigeait réparation, un silence assourdissant. Mon héritage, le nom du bois,
autrefois gravées dans la pierre de l'excellence et de l'équité, étaient désormais entachées. Les filatures, que j'avais bâties avec tant d'amour et de dévouement, étaient en ruine, leur réputation ternie à jamais. Tout ce que j'avais accompli, chaque sacrifice, chaque heure de travail, semblait réduit à néant, détruit par la trahison de l'homme que j'avais mis au monde. Le sentiment d'échec était accablant, étouffant. Dans ces moments d'isolement, j'ai lutté contre le désespoir, des doutes lancinants, sur ma capacité à juger les gens, sur ma propre maternité. Comment avais-je pu être si aveugle à la vraie nature de mon fils? Cette question me hantait, me rongeait. Les larmes coulaient parfois, silencieusement, mais elles étaient vite séchées par une colère sourde, une détermination grandissante à ne pas laisser cette injustice impunie, à ne pas sombrer dans l'amertume. Un coup de grâce symbolique est arrivé lorsque Vincent a annoncé publiquement la vente d'une partie historique de l'usine, un atelier que j'avais personnellement restauré, et que je considérais comme le cœur de l'entreprise. Il a justifié cette décision par des nécessités économiques, mais je savais que était une provocation, un pied de nez à mon passé, une façon de me dire que rien de ce que j'avais créé était sacré pour lui. Les réactions des anciens des filatures du bois étaient mitigées. Certains, fidèles à Vincent par intérêt ou par peur, se sont tus. D'autres, qui me connaissaient depuis des décennies, étaient désemparés, ne comprenant pas ce qui se passait. Mais j'ai aussi senti des regards de tristesse, de compassion, quelques hochements de tête discrets, comme s'ils pressentaient la vérité, mais n'avaient pas la force de s'y opposer. Leur silence était lourd de sens. Ce tourbillon de trahison et d'humiliation a laissé des marques profondes. Mes nuits étaient courtes et agitées, peuplées de cauchemars. J'avais perdu du poids, mes traits étaient creusés, et mes cheveux, déjà blancs, semblaient avoir pris une teinte encore plus pâle. La douleur émotionnelle était si intense, qu'elle se manifestait physiquement, me laissant épuisée, mais avec une lucidité nouvelle, une clarté d'esprit étrange. Et puis, un jour, en regardant Théo, les yeux emplis de la même tristesse que les miens, une étincelle s'est allumée en moi. Ce était pas seulement ma vengeance, était la sienne aussi. Était la justice pour Clara, pour la femme qu'il avait perdue, pour l'héritage qu'il méritait de retrouver. Cette étincelle a ravivé en moi une force que je croyais perdue. Une détermination à ne pas me laisser abattre, à me relever. La fureur froide qui m'avait saisi à l'hôpital s'est transformée en une résolution inébranlable. Je était plus la mère en deuil, ni la matriarche bafouée. Était Eliane Dubois, et j'allais me battre. Pas avec la violence, mais avec l'intelligence, la stratégie et la patience. Vincent avait sous-estimé la force d'une mère blessée, la ténacité d'une femme qui avait bâti un empire à la force du poignet. À cet instant précis, assise dans le silence de mon domaine, regardant le monde s'agiter à travers la fenêtre, j'ai pris une décision irréversible. Je ne me contenterai pas de survivre. Je riposterai. Je dévoilerai la vérité, exposerai les mensonges de Vincent, et le ferai payer pour chaque injustice, pour chaque vie brisée. Était le début d'une guerre silencieuse, mais implacable, pour la justice et l'honneur de ma famille. Après le choc initial et l'humiliation publique, j'ai réalisé que je était pas simplement une victime. Vincent croyait m'avoir détruite, mais il n'avait fait qu'éveiller quelque chose de profond en moi. Toutes ces années passées à bâtir les filatures du bois, je n'avais pas seulement amassé de l'argent. J'avais forgé un esprit, une intelligence stratégique, que personne, surtout pas lui, n'avait jamais vraiment comprise. Il allait découvrir que ma résilience était plus forte que sa cupidité. Vincent avait toujours vu ma réussite comme un coup de chance ou le fruit de vieilles méthodes. Il n'avait jamais saisi que derrière chaque décision, il y avait des décennies de réflexion minutieuse, une capacité préternaturelle à anticiper les coups, à voir au-delà des apparences trompeuses. Il pensait que mes connaissances des affaires étaient dépassées, alors qu'elles étaient juste ancrées dans des principes solides et une compréhension profonde des failles juridiques qu'il ignorait superbement. Pendant que Vincent s'entourait de jeunes loups sans scrupules, prêts à tout pour un profit rapide, j'avais patiemment tissé un réseau clandestin de contacts loyaux. D'anciens enquêteurs financiers qui me devaient de vieilles faveurs, des avocats d'affaires chevronnés qui respectaient mon intégrité, et même quelques détectives privés discrets. Des hommes et des femmes de l'ombre, prêts à m'aider sans poser de questions. Vincent n'avait aucune idée de l'étendue de ce réseau silencieux. Mon fils croyait m'avoir ruiné en siphonnant les filatures, pensant me priver de toute influence. Ce qu'il ignorait, c'est que j'avais toujours eu le sens de la prudence et de la diversification. Ma richesse personnelle, patiemment accumulée au fil des ans, était en sécurité, à l'abri de ses griffes, dans des trusts offshore, et une petite entreprise indépendante que j'avais secrètement nourrie. Un capital conséquent et intraçable.
qui allait devenir mon arme silencieuse et inattendue. Et puis, il y avait Théo. Mon petit-fils, ce jeune homme si discret, si souvent dans l'ombre, était en réalité un prodige de la cybersécurité. Il connaissait les habitudes numériques de son père, les rouages internes de l'entreprise, mieux que quiconque. Vincent le considérait comme un enfant, un peu effacé, sans jamais imaginer un instant qu'il serait mon plus grand atout, mes yeux et mes oreilles dans l'ombre, un allié inestimable et insoupçonné. Vincent pensait que le chagrin et l'humiliation m'auraient brisé à jamais, me réduisant à une figure pathétique. Il avait sous-estimé la force d'une mère blessée, la ténacité d'une grand-mère déterminée. Le souvenir lancinant de Clara, sa joie de vivre éteinte par la cupidité de Vincent, et mon besoin absolu de protéger Théo de l'ombre toxique de son père, ont alimenté une rage froide, une détermination inébranlable qui transcendait la simple colère. Avec sa modernité de façade, Vincent se moquait de mes vieilles méthodes de gestion. Mais c'est précisément cette combinaison de ma sagesse d'ancien entrepreneur, forgée par l'expérience et l'intégrité, et des compétences numériques aiguisées de Théo, qui allait créer une synergie redoutable. Il n'y avait aucune transaction, aucun email, aucun système de sécurité qu'il ne pourrait pas pénétrer, rien qui ne puisse être mis en lumière. Pendant que le monde me voyait comme une vieille femme brisée et isolée, je me retirais dans mon domaine, transformant ma douleur en une stratégie méthodique et implacable. Chaque insulte, chaque calomnie diffusée par Vincent et ses acolytes, devenait un carburant. Je ne parlais à personne, je ne réagissais à rien publiquement, laissant Vincent se complaire dans sa victoire illusoire. Il ne voyait pas les fils que je commençais à tisser dans l'ombre. C'est là, dans le silence de mes réflexions stratégiques, que j'ai réalisé l'ampleur de l'avantage que j'avais sur lui. Vincent était arrogant, aveuglé par son ambition démesurée et son mépris pour moi. Il n'avait pas vu que ma chute apparente haine était qu'un repositionnement tactique. J'avais les informations cruciales, les contacts influents, les fonds nécessaires, et surtout, la motivation la plus pure, la justice pour Clara, et l'avenir de Théo. Ce haine était plus une question de vengeance impulsive ou de colère aveugle, mais de justice méthodique et implacable. Vincent avait commis l'erreur fatale de me sous-estimer, de croire que j'y étais faible, dépassé, une relique du passé. Il allait découvrir que la matriarche des filatures du bois, même blessée et discréditée, était capable de frapper là où ça faisait le plus mal. La partie venait tout juste de commencer, et cette fois, Zidi, était moi qui tenais toutes les cartes. Le jour du jugement est arrivé, et la salle de l'autorité des marchés financiers bourdonnait d'une tension palpable, les caméras braquées sur chaque visage. Vincent, assis là, tentait de garder son masque de victime incomprise, son arrogance habituelle masquée par une feinte de dignité. Il croyait encore pouvoir manipuler l'opinion, dévier les accusations, mais je savais que son règne de mensonge touchait à sa fin. Mon cœur battait la chamade, non pas de peur mais d'une détermination glaciale, prête à démanteler méthodiquement chaque pan de sa défense, à exposer la vérité crue devant le monde. Ma voix, calme et assurée, a résonné dans le silence attentif, chaque mot appuyé par les preuves irréfutables que Théo et mon réseau avaient patiemment collectées. J'ai présenté les documents prouvant la fraude massive, les systèmes de sécurité truqués qui avaient causé l'incendie de l'usine, et la manipulation éhontée de mes propres actifs. L'image de Vincent s'est fissurée, son teint pâlissant à mesure que les faits s'accumulaient. La vérité sur la mort de Clara, révélée sans fioriture, a jeté une ombre de consternation sur l'assemblée. Les filatures du bois, elles, œuvre de ma vie, s'effondraient sous le poids de ces crimes, mais cette fois, ce haine, était pas un accident, était le fruit d'une justice implacable. La ruine financière de Vincent fut rapide et absolue. Les filatures du bois, autrefois un empire respecté, étaient désormais synonymes de corruption, leurs actifs saisis. Son nom, jadis associé au pouvoir, était maintenant entaché d'une humiliation publique indélébile. Tous ses projets, ses ambitions démesurées, se sont réduits en poussière, emportés par le flot d'épreuves. L'homme qui avait tout pris, tout détruit, se retrouvait dépouillé, son arrogance brisée, son image de PDG prospère, réduite à celle d'un criminel avide, piégé par sa propre cupidité. Alors que les agents l'emmenaient, menottes au poignet, le visage déformé par l'incrédulité, et une rage silencieuse, nos regards se sont croisés. Dans ses yeux j'ai lu la défaite, la haine, mais aussi une pointe de surprise, comme s'il n'avait jamais imaginé que je puisse me relever. Je lui ai offert un sourire serein, presque imperceptible, un sourire que seul le temps et la douleur peuvent forger. Il n'a pas pu m'entendre, mais au fond de moi, j'ai murmuré. Tu as toujours oublié, Vincent, que la seule chose plus forte que l'ambition est la détermination d'une mère. Je n'ai pas ressenti de joie triomphante, seulement un sentiment de justice tranquille. La victoire haine était pas une célébration, mais une réparation.
J'ai utilisé les ressources qui me restaient pour créer la Fondation Clara Dubois pour des pratiques commerciales éthiques. Un nouvel héritage bâti sur l'intégrité. Avec Théo à mes côtés, guidant ses initiatives technologiques. La cicatrice de la trahison restera. Mais la dignité de notre nom était restaurée. Debout, avec Théo, devant le nouveau siège de la Fondation, je savais que, si certaines blessures ne guérissent jamais, la justice, elle, finit toujours par se frayer un chemin.